Les verbomoteurs. Bonjour et bienvenue à votre émission qui jette un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Ici votre animateur Simon Lessard en compagnie de mes trois chroniqueurs cette semaine. James Langlois, bonjour. Bonjour Simon. Antoine Malenfant. Allô. Et Benjamin Boivin. Bonjour. Benjamin qui se fout un peu de moi. Ça me fait plaisir. Et on salue aussi Ariane Beauferré. Ça fait 2 semaines là, qu'elle est pas mal malade, qu'elle ne peut pas être avec nous. On a très hâte de la retrouver. On lui souhaite un bon rétablissement. Cette semaine, j'ai failli dire « alors ». Mes collègues m'ont fait remarquer ce petit tic de langage. Durant la prochaine demi-heure, nous parlerons des grèves en éducation au Québec qui affecteront les élèves et leurs parents ces prochains jours. Qu'est-ce que cette situation révèle de notre rapport collectif à l'école? Nous reviendrons aussi sur la subvention de plusieurs millions accordée aux Kings de Los Angeles pour venir s'entraîner à Québec. Le hockey est-il vraiment une priorité en ces temps économiquement difficiles? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec une triste nouvelle qui a fait pleurer tout le Québec ces derniers jours. James Langlois, Carl Tremblay, le chanteur du groupe québécois Les Cowboys Fringants, nous a quittés mercredi dernier à l'âge de 47 ans, emporté par le cancer. James, pourquoi tout le Québec pleure-t-il si avec autant d'émotion, je dirais, Carl Tremblay? Qu'est-ce qu'il représentait, selon toi, pour peut-être toute une génération? Je pense que oui, il y a Carl Tremblay lui-même dans sa maladie dans les dernières années. Depuis que le cancer, c'est sûr qu'il a été mis en avant comme justement un chanteur important qui est malade. Il a vécu même son combat sur scène, on l'a vu sur les plaines d'Abraham l'été passé. Et dans ce contexte-là, il représente un peu tous les Québécois qui vivent un combat contre la maladie, mais dans le sourire, dans l'espoir. Donc, mais plus loin que ça, évidemment, lui et tout son groupe, les Cowboys Fringants, ont parlé pour non seulement toute une génération de ceux qui les ont écoutés, mais c'est presque toute l'âme du Québec, ou en tout cas l'âme de la Révolution tranquille qui parle à travers eux, parce que ils sont, même si ce sont des X, là, les Cowboys Fringants qui ont commencé en 95, ils incarnent vraiment la mentalité de la Révolution tranquille et son prolongement. OK, en quel sens tu dis ça? Mais on dirait que dans toutes leurs paroles, dans tous leurs textes, ils sont nostalgiques d'une époque où il y avait des grands idéaux, où on menait pas une vie médiocre. Et la Révolution tranquille, la culture très foisonnante du Québec dans les années 70, c'est un peu ça. Il y a une effervescence d'un monde qui est à venir, d'un Québec qui est à construire, d'un Québec peut-être indépendant. Mais là, eux, ils portent ça en quelque sorte, mais ils portent une nostalgie parce que comme ils sont nés, comme ils ont commencé en 95, ils ont vécu les défaites référendaires et ils rêvent, ils décrivent un peu ce monde, ce paradis qui était un peu perdu d'une certaine manière. Les Cowboys Fringants, c'est aussi le regard sur, tu dis la Révolution tranquille, parce que la Révolution tranquille est un peu une réponse née pour un petit pain, là, à un peuple un peu porteur d'eau, hein, comme ils disent dans une de leurs chansons, à la solde des banquiers anglais, de tout ça. Et la Révolution tranquille se voulait une réponse à cette situation économique, sociale d'un Québec, disons, diminué. Mais là, ce qu'ils constatent, dans ce qu'on retrouve dans leur texte, c'est finalement que... Le Québécois est assez médiocre et retourné, ou en tout cas... c'est une petite vie, là. Et moi, ce que je trouve très, très touchant dans les textes des Cowboys Fringants, qui étaient interprétés très, très bien par Carl Tremblay, c'est que ce constat-là, cette lucidité-là, cette vérité-là sur ce qu'est être québécois... Mathieu Bellil parlerait de la vie ordinaire, là, de la vie médiocre, finalement, dans laquelle on se complaît. Médiocre veut dire moyen. Très moyen. Ça ne veut pas nécessairement dire très mauvais, ça veut dire dans la moyenne. Oui, mais ça a un sens quand même péjoratif, dans le sens qu'on se contente de quelque chose de moyen. Puis il y a justement pas de transcendance, pas d'idéaux, pas de... Alors, il y a à la fois ce constat-là, mais c'est jamais fait avec mépris, jamais fait avec une espèce de condescendance, ou parce que ils s'identifient à ça eux aussi. Mais ils viennent de Repentigny, hein, puis je pense que c'est des gars qui... Non, mais c'est le lien avec la médiocrité, James. Non, mais je veux dire, on est habitués aujourd'hui, tu sais, on salue notre technicienne Marie. Une certaine élite artistique qui vient de la grande ville de Montréal, tu sais, qui vient avec un certain aura de culture bourgeoise, etc. Mais eux, c'est des gars... Banlieue nord de Montréal.
ouais. banlieue, donc il représente bien cette mentalité de l'ouvrier, tu sais, du 4-5-0, tout ça. Donc Mais je pense justement dans leur capacité à témoigner de l'affection envers la société québécoise dans son ensemble, puis peut-être en particulier pour les classes les plus défavorisées, ou plutôt défavorisées d'un point de vue existentiel, là, une espèce de classe moyenne un peu sans horizon. Mais c'est aussi un band qui a comme une capacité d'attraction à travers les générations. Donc à travers les classes sociales, mais aussi à travers les générations. Là, c'est peut-être une des dernières grandes institutions de la musique québécoise, de la culture populaire québécoise, qui a comme une capacité à rejoindre la société québécoise dans son ensemble. Puis on sait qu'aujourd'hui, on a une culture qui est de plus en plus décomposée, déstructurée, où les référents culturels de tous et chacun sont différents. Ouais, puis extérieurs à la société québécoise de plus en plus. Quand on va à leurs concerts, on voit vraiment des gens de tous âges, en fait. Là. Donc ça montre bien qu'ils incarnent quelque chose qui rejoint tout le monde dans ses idéaux. Il reflète vraiment notre temps actuel au Québec. Je dirais l'âme québécoise, je pense que tu as dit ça au début de ta chronique. Ouais. Et j'ai réécouté leurs principaux succès ce matin avant l'émission. Puis j'ai remarqué que, oui, il y a beaucoup de questions d'enjeux sociaux, de justice, mais il y a aussi beaucoup de questions d'enjeux existentiels. La mort, le sentiment que la vie semble absurde aujourd'hui, que notre monde est désenchanté. Je dirais pas du cynisme, mais une mélancolie peut-être. Il y a une quête existentielle dans leur texte. Oui, clairement. Puis c'est drôle parce qu'en même temps, c'est comme si ils pleuraient un monde que leur idéologie avait elle-même causé. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que, dans le fond, on peut dire que la Révolution tranquille a ce projet d'une société où il n'y a plus de pauvreté, tout ça, finalement, c'est pas vraiment réalisé. Donc, il y a encore autant d'inégalités qu'il n'avait avant la Révolution tranquille, d'une certaine manière, aujourd'hui, avec les éclatements de la famille qu'on connaît, etc. Donc, tout ça vient en partie de la Révolution tranquille. Et aujourd'hui, on est confronté à ce monde absurde où tout est en fonction du travail, du capital, de la consommation. Et c'est une société clairement matérialiste qui nous vient de la Révolution tranquille. Et donc, eux, c'est comme s'ils ne voyaient pas les causes derrière. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est des prophètes qui mettent bien le doigt sur le bobo, mais qui n'arrivent peut-être pas à voir la solution? Tout à fait. Il y a des particularités propres à la société québécoise, à la culture québécoise contemporaine, qui font en sorte qu'on a de la difficulté à avoir une nostalgie passer le mur de feu de la Révolution tranquille. Ouais. Mais cette nostalgie-là, moi, en tout cas, mon expérience des Cowboys fringants, j'ai beaucoup écouté les Cowboys fringants quand j'étais plus jeune. C'est vraiment un band qui a été important pour ma génération. Puis je pense que vraiment, l'élément central, c'est la nostalgie. Puis je pense que cette nostalgie-là, même si elle est orientée vers, la vitalité québécoise des années 60-70, elle pointe vers une vérité, là, vers le désir d'un ethos commun, d'un projet de société, d'une orientation générale qui unit un peu tout le monde. Puis ça se voit à travers leur capacité eux-mêmes à unir tout le monde. Il y a quelque chose de bon là-dedans. C'est juste que peut-être la racine est peut-être mal identifiée. Oui, les gens font vraiment notent vraiment que c'est un groupe qui était rassembleur. Puis d'ailleurs, mercredi matin à la radio, tous les Québécois qui étaient réunis presque pour entendre les chansons être diffusées en ondes, comme il y avait quelque chose d'une communion à la radio, certains ont soulevé ça. Là, Antoine disait qu'il était lucide, mais il était lucide et solidaire. Une communion dans un Québec qui tient avec de la broche. La musique a quand même cet effet encore rassembleur. Oui. Avez-vous déjà vu les Cowboys en show, en spectacle, vous? Pas moi. Moi, j'ai une relation particulière pour être présent dans les foules. Je les ai vus à la télé. Et toi, Antoine? Ouais, je me souviendrai toujours d'un spectacle qu'ils sont venus donner au Cégep de la Pocatière, spectacle durant lequel j'ai eu ma première expérience de body surfing. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la première, donc il y en a eu plusieurs autres. Non, la dernière aussi. Dans les parties de Noël du Verbe. D'habitude, l'atterrissage se fait rarement en douceur là, dans ce genre d'expérience. Merci pour cette anecdote personnelle, Antoine. Ça me fait plaisir, mais ça, c'est une autre époque. Hein. J'avais des cheveux longs, imaginez. Oui, on a de la difficulté à imaginer, en effet. Pour les curieux, allez nous écouter sur YouTube. James Langlois, merci pour ce retour sur le décès de Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants. Nos condoléances à toute sa famille.
Benjamin Boivin, les écoles publiques primaires et secondaires québécoises seront fermées ces prochains jours puisque divers syndicats seront en grève. Ceci causera tout un casse-tête pour bien des parents, j'ai l'impression. Benjamin, peux-tu d'abord nous brosser un portrait de la situation concernant là, cette grève des enseignants au Québec? Oui, donc presque toutes les écoles du Québec vont être en grève la semaine prochaine Les pendant écoles 3 jours. Publiques? Oui, les écoles publiques, donc le 21, le 22 et le 23 novembre. Et par la suite, mais il y a environ 40% des écoles du Québec qui vont être en grève générale illimitée, là, c'est-à-dire que l'ensemble des professeurs de toutes ces écoles-là, 40% des écoles du Québec, dont plusieurs à Montréal, à Québec, puis dans d'autres régions du Québec, ben, il n'y aura pas de professeurs et donc les élèves vont devoir rester à la maison. Les parents vont devoir trouver une manière ou une autre de les C'est ça, j'allais de les dire. gérer. Illimité, ça fait moins peur quand c'est à l'université, mais quand c'est au primaire et au secondaire, là, j'ai l'impression que les parents Ouais. paniquent. Ben, on est habitué à des grèves générales illimitées dans le milieu étudiant. Là, on en a eu quelques-unes dans la dernière décennie. Mais bon, évidemment, là, on parle de grève générale illimitée. Ce serait étonnant que ça dure plusieurs mois, mais ça pourrait quand même durer plusieurs semaines. Là. C'est suffisant pour donner beaucoup de difficultés aux parents. Puis évidemment, ça pourrait également affecter la capacité des étudiants à apprendre ce qui est prévu au programme. Et bon, ça pourrait causer un ensemble de problèmes. Là, évidemment, cette grève-là, elle est causée. Il y a des raisons pour lesquelles les professeurs entrent en grève. Là. Il y a toute une alliance de professeurs, de syndicats qui ont choisi d'aller en grève. Là. Il y a des revendications plus précises, notamment relatives au salaire, aux conditions de travail. On fait pas la grève pour le fun. Non, on fait pas la grève pour le fun, mais parfois on se sert d'une occasion de grève pour lancer un message plus général. Je pense qu'il y a vraiment une intention des professeurs, des enseignants du Québec de lancer un cri d'alerte relativement à l'état général du système d'éducation québécois, de l'école publique au Québec, qui vit plusieurs difficultés, certaines notamment liées aux suites de la pandémie. Là. Donc, il y a beaucoup d'attentes, de flexibilité, de changements dans les structures des classes qui sont attendus des professeurs, qui mettent énormément de pression sur leur capacité à faire leur travail adéquatement. Évidemment aussi, les besoins des élèves sont de plus en plus variés et les élèves en situation de difficulté d'apprentissage ou de comportement. Donc ça, c'est toute une clientèle, une population étudiante qui est croissante. Ça rend le travail d'enseignant beaucoup plus difficile. Et dans ce contexte-là, les professeurs jugent que vraiment, là, il y a une mobilisation syndicale qui est requise. Une première depuis les années 80. Là. Il n'y a pas eu de grève générale illimitée dans le milieu scolaire québécois là, depuis le début des années 80. On parle d'une époque où René Lévesque était premier ministre du Québec. Il y a l'inflation aussi qui rentre dans l'équation. Je ne sais pas si tu l'as nommé, puis j'étais inattendu. Non, je ne l'ai pas mentionné. Évidemment, il y a un lien entre l'inflation et les salaires. Donc, l'augmentation des salaires, si elle ne suit pas minimalement la courbe de l'inflation, ça a pour effet d'appauvrir les travailleurs d'une année à l'autre. D'ailleurs, le contexte de l'inflation a causé des grèves de ce type-là un peu partout en Occident. Donc là, nous, on a cette grève-là actuellement. Aux États-Unis, durant le courant de l'été, il y a eu plusieurs grèves très importantes dans plusieurs secteurs de l'économie, là, dans le secteur du divertissement, mais aussi dans le secteur industriel. On entre peut-être dans une période de renaissance du mouvement syndical où il va y avoir de plus en plus de grèves parce que les conditions de travail sont de plus en plus en décalage avec la capacité des gens à maintenir leurs conditions de vie. Mais on sent quand même que cette grève-là arrive dans un contexte où, dans les dernières années, il y a de plus en plus de pression qui se crée sur le système d'éducation avec le manque de professeurs. Donc là, c'est ça, c'est comme si... Ça, dans le fond, c'est une modalité particulière d'un problème qui affecte l'ensemble du secteur public puis éventuellement de l'économie dans le secteur privé également. Là, c'est un problème de main-d'œuvre. Donc, il y a moins en moins de gens qui veulent ou qui peuvent travailler et de plus en plus de besoins. Puis ça affecte... Puis de professeurs qui abandonnent. Donc, ceux qui restent, ils se disent attention. Moi, on en connaît tous personnellement. En tout cas, moi, j'en connais personnellement un certain nombre de gens qui ont étudié pour devenir professeur puis assez rapidement, ils ont décidé de renoncer à cette carrière-là pour des raisons liées aux conditions de travail. Autre élément de contexte, le gouvernement Legault est de moins en moins populaire ces temps-ci, donc j'imagine qu'ils espèrent, les enseignants, que dans le contexte politique actuel, cette grève-là va avoir un effet de levier plus important qu'à une époque où le gouvernement semblait rallier une très grande majorité. C'est certain que ça fait partie de la stratégie lorsqu'un syndicat choisit de partir en grève. Donc, c'est quoi la perception du public? Puis actuellement, ça pourrait changer dans les prochaines semaines, mais actuellement, l'opinion publique semble être assez sympathique de manière générale à la cause des professeurs. Quoique si on entre dans le détail particulier, évidemment, c'est pas tout le monde qui est d'avis que les professeurs, par exemple, gagnent un salaire qui est injuste, là, mais ça dépend du salaire que nous-mêmes on gagne, peut-être. Oui, c'est ça. Justement, les parents, là, on en parlait tout à l'heure, les parents qui s'inquiètent, qu'est-ce que je vais faire si mon enfant ne peut pas aller à l'école? Qu'est-ce que ça révèle de notre rapport comme Québécois à l'école? Est-ce qu'on est en train de prendre l'école simplement pour une garderie? Parce que j'ai l'impression que l'inquiétude des parents, c'est pas tant « Ah, mon enfant va perdre une semaine ou deux d'enseignement de français et de mathématiques ». C'est souvent plus « Comment je vais gérer le travail et les enfants en même temps? » Oui, définitivement. Quand on regarde la couverture médiatique de l'événement, là, une bonne partie de ce qui se dit et de ce qui s'écrit sur cette question-là, c'est
ça met les parents dans le trouble. Qu'est-ce qu'on va faire pour gérer ça? Mais d'une certaine manière, ce que ça montre, c'est que notre rapport à l'école, dans le type de société dans lequel on est, là, où habituellement les 2 parents travaillent de 9 à 5 du lundi au vendredi au minimum, ben notre rapport à l'école, il est en bonne partie instrumental, dans le sens où on a besoin d'un endroit où placer nos enfants durant la journée pendant qu'on s'adonne à nos activités professionnelles. Idéalement, il puis... faudrait pouvoir l'amener j'allais dire en costume de bain, non, mais en pyjama, ouais, qui nous le redonne en pyjama. Il y a déjà des journées pyjama pour ça. Ouais, c'est ça. Et puis de fait, on assiste, puis là, c'est peut-être plus un changement sociologique qu'un changement lié à la structure de l'économie, mais de plus en plus, les parents ont l'attente que l'école s'occupe de l'éducation des enfants d'une manière transversale, donc qui dépasse l'instruction élémentaire, l'apprentissage des diverses disciplines comme les mathématiques, le français ou la science, par exemple. Et donc, on veut que l'éducation sexuelle soit faite par les enseignants parce que les parents n'aiment peut-être pas trop parler de ces choses-là, entre autres. Oui, puis en même temps, ben, on accorde, beaucoup de parents, en tout cas, accordent de moins en moins de confiance aux enseignants pour administrer les conséquences appropriées, par exemple, lorsqu'un enfant désobéit, ou pour exercer leur jugement prudentiel dans la gestion de situations conflictuelles, dans le maintien de la discipline de classe. Donc, les attentes des parents sont de plus en plus élevées, puis la capacité des enseignants de répondre à ces attentes-là de manière autonome est de plus en plus faible. Et tout ça dans un contexte où finalement l'école sert essentiellement là, de moments, de lieux pour gérer les enfants pendant qu'on s'adonne à nos activités professionnelles. Et donc, dans un certain sens, ce qui est premier dans la manière dont on gère l'école, dont on vit l'école, c'est le milieu du travail, c'est l'entreprise qui est première. Et puis, comment on gère l'école? Ben, c'est déterminé par le contexte du travail. C'est loin d'être évident, par exemple, qu'un jeune enfant a besoin d'être à l'école d'assez tôt le matin jusqu'à très tard le soir, entouré en plus d'un accueil dans un service de garde le matin puis le soir. Il y a des pays où c'est la moitié de la journée, soit l'avant-midi, soit l'après-midi que les enfants sont. Le facteur déterminant, c'est clairement pas des considérations d'ordre pédagogique liées aux besoins d'apprentissage des enfants. C'est la gestion dans le contexte d'une société d'économie de marché des enfants lorsque les parents travaillent. Je sens que James allait nous parler d'Ivan Illich, mais... Non, mais encore ici, je trouve qu'on essaie de résorber des problèmes qu'on cause parce que le fait que l'école soit inféodée au marché du travail, même dans la conception qu'on a de l'éducation, ça fait qu'on crée des élèves qui ont un rapport instrumental au savoir, après qui n'obéissent plus, qui sont plus intéressés à l'école, puis même au niveau supérieur. Là. Donc, ça crée des professeurs qui ont des difficultés, etc. Plus profondément encore, c'est toute une vision de la vie. L'idée qu'une personne humaine ne peut s'accomplir que dans une carrière, et que donc, si les 2 parents n'ont pas une carrière très prenante, et si l'école ne se réaliseront pas. Et si l'école ne sert pas elle-même presque exclusivement à la création d'un travailleur qualifié pour une carrière très spécifique aussi. Là. Ça, c'est un autre aspect du problème. L'école, en particulier l'éducation supérieure, est de plus en plus pensée comme une préparation au marché du travail, pas comme une préparation à la vie civique. Antoine, donc, est-ce que c'est le méchant capitaliste, le problème? Non, j'allais pas là, étonnamment. Mais oui. Est-ce que c'est Antoine qui va défendre le capitalisme? Non, surtout pas. Mais c'est... Ivan Illich le démontre bien en faisant une histoire de l'école. Ivan Illich, un philosophe... penseur, théologien, philosophe... qui a écrit, entre autres, Une société sans école, qui est très étonnant comme titre et comme contenu de livre. Ce qui démontre, c'est que l'émergence de l'école telle qu'on la connaît, c'est-à-dire dans une boîte avec des rangs d'oignons, puis tel qu'on l'imagine, là, tel qu'on se la représente dans le monde occidental, et alors, c'est l'émergence de ça comme modèle dominant et héritière de la révolution industrielle. Oui, c'est ça, est un fruit de la révolution industrielle. Et on peut penser une autre société, avec une autre manière d'instruire les enfants. C'est un slogan Un autre monde est possible. Bon, on va se laisser là-dessus. J'aimerais qu'on regarde cette citation, Simon. On va en faire un Reels. Merci, j'allais dire Antoine Malenfant, mais merci. Merci Benjamin Boivin. Merci Antoine. Ça fait plaisir, les gars. Antoine Malenfant, le gouvernement de François Legault au Québec s'est engagé à débourser entre 5 et 7 millions pour que la ville de Québec puisse accueillir durant environ une semaine l'équipe de la Ligue nationale de hockey des Kings de Los Angeles l'automne prochain.
Cette annonce, Antoine, a suscité une importante levée de bouclier dans l'opinion publique. C'est pourtant pas inusité, on pourrait dire, que le gouvernement finance des événements sportifs ou culturels de grande envergure. Pourquoi en ce moment une telle réaction? Après tout, le hockey, c'est notre sport national, ça fait partie de la culture québécoise. C'est vrai, t'as raison, Simon. Levée de bouclier assez généralisée. On parlait un peu plus tôt dans l'émission de la cote de popularité de notre gouvernement qui est en chute libre. Ben ça va pas aider du tout. Je lisais... Ce qui est drôle, parce que l'attente était sûrement d'aider la popularité du gouvernement. C'est ça qui est drôle. Hein? On s'est auto-plur-de-bananisé dans le gouvernement de la CAQ avec cette histoire-là. L'idée, là, c'est que... je sais pas par où commencer, il y a tellement de choses à dire là-dessus. L'idée, c'est qu'il y a un gros bang là, qui s'appelle le Centre Vidéotron à Québec, qui a été financé à grands coups de millions, de centaines de millions. Ça a coûté 400 millions, là, grosso modo. Non, mais t'as ta place, j'ai ma place. Ah oui, on a notre place. Bref, l'ensemble des Québécois ont dépensé beaucoup de sous là-dessus. Et là, il est vide. Ben, il n'est pas vide. Les remparts jouent, puis c'est le fun. Puis c'est une super le meilleur aréna pour une équipe de hockey junior, probablement, sur toute la planète. C'est formidable. Mais Mario Pelcha qui va chanter. Donc, on veut qu'il y ait du hockey professionnel, alors, au moins une fois par année. Le but, ça serait d'avoir une équipe de la Ligue nationale des Nordiques, le retour des Nordiques. La CAQ continue d'y croire. D'ailleurs, c'est drôle parce que l'anecdote est quand même pas inintéressante. On parlait de ça hier au bureau. On parlait d'Éric Girard qui est comme le porte-drapeau là, du retour des Nordiques à Québec. Alors, c'est un ministre qui est mandaté par le gouvernement pour mener ce dossier-là. Et là, on discutait, est-tu ministre des Finances ou c'est Fitzgibbon? Finalement, c'est un ministre des Finances qui a des... qui est porteur d'eau, qui a des dossiers assez minables, pour pas dire mineurs, pour pas dire minables. Et là, le ministre des Finances qui finalement va de temps en temps à New York pour rencontrer Gary Bettman, le big boss de la Ligue nationale, pour essayer de le supplier de nous donner une équipe de la Ligue. Et là, ça, c'est un... OK, mais pourquoi t'es pas d'accord avec ça, Antoine? Là, on a l'échiquier, là, puis là, on avance un pion en faisant venir les Kings de Los Angeles pour 2 jours de pratique puis 2 matchs hors saison. Des fois, on dépense des millions pour faire des festivals de musique, c'est les plaines d'Abraham. Simon. Oui, c'est vrai, tout ça. Mais là, l'important ici, disons la clé, il y a deux éléments qu'il faut absolument retenir. C'est la proportion, la juste mesure, et le timing, ou c'est-à-dire en quoi, dans une opération de relations publiques et de com, c'était une très mauvaise idée. Commençons par le premier point. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Ils viennent de dire non à un tramway puis un 3e lien. Fait qu'il faut bien donner un petit bonbon pour faire oublier toutes ces fausses promesses à Québec. Et là, tu parles de bonbons. Là, je tire dans toutes les directions, mais ça fait penser évidemment à la phrase de Juvénal, hein, ce poète romain du 1er siècle qui disait du pain et des jeux pour rire un peu de l'État romain décadent qui, pour satisfaire la population, avait trouvé... mais au moins, la population il y avait accès aux jeux. Ben là, c'est là que c'est intéressant parce que est-ce que tu vas pouvoir aller voir les Kings de Los Angeles? Ça sera pas gratuit? Ben non, ça sera pas gratuit. Alors, il faut payer 2 fois finalement. Je peux-tu avoir du pain à la place? Est-ce que l'épicerie coûte cher ces temps-ci? Dans un contexte économique. Alors, est-ce que tu peux avoir du pain? Tu vas peut-être devoir aller à la Bouchée Généreuse, qui est un organisme... pas très loin du Centre Vidéotron. Qui est à côté du Centre Vidéotron, pratiquement, pour faire la file dès 6 h le matin pour aller avoir peut-être une bouchée de pain. Simon, je sais pas combien tu gagnes au Verbe, là, mais si tu as de la misère à remplir ton frigo, peut-être que tu vas devoir faire la file là-bas, alors que de l'autre côté de la rue, il va y avoir un spectacle. Oui, c'est important de se divertir. Mais est-ce que c'est pas un faux dilemme? C'est pas comme ça que fonctionne un budget de gouvernement, Antoine, tu sais très bien. C'est ça, parce qu'on peut toujours dire il vaut mieux investir en santé, il vaut mieux investir en éducation, puis donnons jamais rien à la culture et au sport. Et le Christ est allé plus loin, il a dit des pauvres, vous en aurez toujours. C'est-à-dire... Qu'est-ce que tu veux dire par là, Antoine? C'est ambigu. On peut toujours... remettre à plus tard. Ou on peut toujours mettre plus d'argent dans l'aide à ceux qui ont besoin de manger. Et on n'arrivera jamais à bout de ça. Est-ce qu'on peut vraiment enrayer la pauvreté au Québec? On peut tenter, on peut mettre beaucoup d'efforts pour diminuer ça. C'est très bien, c'est très juste. Mais est-ce que, par ailleurs, il faut cesser tout investissement dans la culture, dans le sport? Là où ça peut devenir intéressant, un investissement dans le sport, faisons un parallèle. Martin Leclerc, dans Radio-Canada, dans un très bon article, faisait le parallèle avec un autre événement sportif, le tournoi Pee-Wee.
à Québec, qui est un tournoi international, qui a des retombées économiques à la hauteur de 14 millions. Ça reste un événement populaire où les gens peuvent assister à ça. Pour les enfants, c'est gratuit. Pour les adultes, ça reste très abordable. Donc, ça reste un événement où, oui, on peut assister. Oui, puis presque tout le monde en a une expérience relativement prochaine. Là, a un frère, une sœur qui a joué dans le tournoi. C'est des milliers de nuitées dans les hôtels, des restaurants. Alors, il y a des retombées. Une fierté comme la présence d'une équipe de la Ligue nationale. Oui, mais là, c'est quoi, 2 jours? Alors, le gouvernement dépense pour cet événement-là des Kings de Los Angeles qui viennent l'automne prochain 5 à 7 millions. Alors, il absorbe les risques de cet événement-là et le privé va pouvoir en tirer des bénéfices. Gestev, qui est une compagnie de Vidéotron. Mais là, j'ai perdu mon idée. Ouais, c'est 2 jours. C'est seulement 2 jours. Mais là, c'est ça, le tournoi. Puis oui, eux, ils n'ont pas 5 à 7 millions, ils ont 250 000 $ par année de subvention. Alors, c'est pour ça que la proportion, la mesure est quand même importante dans Ça coûte cher, là, à acheter un billet de hockey professionnel. Là. Ben oui, ben voilà. Ça coûte très cher. Je veux dire, puis dans ce contexte économique, qui va pouvoir vraiment y aller? C'est moins cher qu'un tramway, James. Non, mais c'est que dans ce cas-là, il n'y a ni pain pour le peuple, ni jeu pour le peuple. Ben, c'est ça, en fait. Bon, voilà, tout est réglé. Non. Je pense qu'Antoine, tu n'iras pas voir ce match de hockey. Mais merci quand même pour cette chronique, Antoine Malenfant. Ça fait plaisir. Je sais pas si ça fait plaisir. Antoine Malenfant, tu es rédacteur en chef du magazine Le Verbe. As-tu une suggestion culturelle cette semaine pour nous? Mais toute une. En fait, je suis très fier de notre couverture du magazine de novembre-décembre. On a une entrevue à l'intérieur de ça avec le poète David Goudreau, l'entrevue menée par Émilie Théoret. Je vous invite à lire ça sur leverbe.com, à vous abonner parce que c'est plein de bons contenus et vous allez déguster ce magazine qui vient de sortir. Merci, Antoine. Cette semaine, on va se laisser sur la chanson « L'Amérique pleure » du groupe québécois Les Cowboys Fringants en hommage au chanteur Carl Tremblay, décédé le 15 novembre dernier. Pour écouter, commenter et partager cette émission, rendez-vous sur les pages Facebook et YouTube du Verbe Média. Pour tous les détails, visitez le-verbomoteur. Merci à mes 3 chroniqueurs de la semaine ainsi qu'à Marie Laliberté, Marianne Martin à la réalisation technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des Verbomoteurs. Je prends le Florida Turnpike, demain soir je t'aime mon mani. Non, Trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves. Un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort. Chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé.